mars 1919. Ça me dit rien. En 1919, je pense à la création de la Société des Nations. Voilà, mais particulièrement au Burkina Faso, cette date me dit moins de choses. En 1930, une erreur assez lourde des bureaux parisiens partagea ce territoire d'une unité ethnique indiscutable entre les territoires du Soudan, du Niger, de la Côte d'Ivoire. Depuis lors, la population n'a cessé de protester contre cette division. Une série de textes législatifs ont, en l'été de 1947, réparé cette erreur et reconstitué la Haute-Volta. Bienvenue sur Horizon Africain. Je suis Christian, je suis le promoteur de la chaîne et aujourd'hui nous allons parler d'un pan méconnu de l'histoire de l'actuel Burkina Faso de 1919 à son indépendance. Le Burkina Faso s'appelait auparavant la Haute-Volta. C'est une colonie qui a été créée en 1919 par la France et dirigée par le gouverneur Édouard Elling. Donc Édouard Elling promeut la mise en valeur économique de la colonie de Haute-Volta par l'imposition de la culture du coton dès les années 1920, notamment se basant sur Bobo Dioulasso, mais lui était installé à Ouagadougou. Pourquoi Ouagadougou? Parce que notamment le Moronaba était considéré comme un allié de l'administration coloniale parce que les Moronaba ont toujours appliqué une réelle politique vis-à-vis de l'administration coloniale parce qu'ils avaient pour intérêt justement d'obtenir la constitution d'une colonie, ce qu'ils ont obtenu en 1919 par un investissement conséquent, déjà en mobilisant énormément de soldats pour la Première Guerre mondiale. On parle de près de 10 000 hommes mobilisés par le Moronaba de l'époque, le Moronaba Koom II, et une rébellion en 1908 de Koudgou qui était matée notamment avec le concours du Moronaba. Donc le gouverneur s'installe à Ouagadougou et l'une des premières actions qu'il pose, c'est de créer son palais de gouverneur. Aujourd'hui, le palais du gouverneur, c'est où installer notamment le premier ministère à Ouagadougou, donc sur la grande avenue en plein cœur de la capitale. Donc, il crée le palais du gouverneur, il aménage des voies pour justement permettre un commerce fluide et faciliter la logistique coloniale en fait, en créant des voies qui relient Ouagadougou à de nombreuses villes de l'actuel Burkina Faso. Concomitamment, je vous l'ai dit, il promeut la culture du coton, mais cette culture du coton-là, il faut passer par des moyens coercitifs pour l'imposer aux indigènes. Parce que les voltaïques ne cultivaient pas le coton naturellement dans les proportions que voulait le colon, du moins français. Et pour cela, Édouard Elling s'appuie sur deux choses. Il s'appuie sur le code de l'indigénat et il s'appuie sur ce qu'on appelle les prestations. Pour faciliter justement la soumission des indigènes, Édouard Elling, comme de nombreux gouverneurs de l'époque, crée aussi une situation d'association avec les chefs traditionnels. Qu'est-ce qu'il fait? Il salarie les chefs traditionnels. Donc, ces chefs étaient salariés par l'administration dans le but de convaincre leurs sujets à la soumission à l'État colonial pour de nombreuses tâches. L'aménagement des routes, l'aménagement de canaux, l'aménagement de plantations, justement, parce que le gouverneur avait ses propres plantations. Et donc, pour tout cela, il fallait une soumission des indigènes. Édouard Elling aussi promeut l'intégration d'anciens combattants de la Première Guerre mondiale dans l'administration coloniale afin justement de mieux tenir certains territoires, notamment les territoires de l'Ouest qui s'étaient notamment rebellés entre 1915 et 1916 avec la guerre du Volta-Bani ou du Bani-Volta ou du Bonakele, comme vous voulez, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Et ces choses qu'il met en place lui permettent rapidement de prendre l'ascendant sur l'ensemble colonial de la Haute-Volta et d'imposer ses décisions. Parce qu'il applique aussi la politique du diviser pour mieux régner. Si tu n'es pas d'accord avec moi, je t'oppose avec ton frère ou avec ton cousin parce que tu es un chef traditionnel qui a des possibilités d'interchanger, notamment via des élections. Bref, il applique une politique coercitive de diviser pour mieux régner au sein de la colonie de Haute-Volta. Et ça va marcher parce qu'il va réussir à imposer la culture du coton. Il va réussir à mettre au pas les chefferies traditionnelles qui, en partie aussi, se mettaient au pas parce que c'était dans leur intérêt. Parce que la colonie donc elle voulait avait été créée. Parce qu'on rappelle qu'au départ, il n'y a pas de colonie de Haute-Volta. Elle était intégrée à la grande colonie du Haut-Sénégal. Et on le rappelle, les chefferies traditionnelles de l'actuel Burkina Faso, notamment les chefferies Mossi, réclamaient la création d'une colonie pour eux-mêmes. Je vous parle de mise en valeur économique depuis un moment, mais c'est quoi la mise en valeur économique? La mise en valeur économique était mise en place par Albert Sarraut, qui en fut le moteur. C'était le ministre des colonies à l'époque. Pour lui, la réalisation de ce programme dépendait du renforcement du pouvoir des autorités locales et de l'usage d'une loi coutumière. La politique de mise en valeur économique, c'était aussi fournir dans le moindre délai
aux besoins de la vie nationale la plus grande somme des produits principaux qu'elle réclame. Qu'est-ce que ça voulait dire? Ça voulait dire que chaque colonie de l'empire colonial français devait fournir au maximum, dans la plus grande efficacité, des produits de consommation à destination de la métropole, en priorité. Et afin d'y arriver, l'autorité publique aux colonies doit essentiellement consacrer les facultés et les moyens d'action dont elle dispose à l'intensification des ressources naturelles que le territoire local est tout désigné pour fournir. Ce colonialisme en moindre frais, expression de Frédéric Cooper dans la modernisation du colonialisme et les limites de l'Empire, était justifié par le fait que les colonies étaient censées payer les coûts de leur propre répression. Ainsi, pendant que le pouvoir colonial formulait progressivement un discours légitimement l'utilisation du travail forcé en AOF, il mettait en place en parallèle un système répressif légalisant la contrainte. C'est le code de l'indigénat. Au nom de la lutte contre une certaine paresse congénitale de l'indigène, par un travail civilisateur et pour un prétendu intérêt général dans les colonies, la prestation fut imposée. La prestation fait obligation à tous les hommes valides de fournir annuellement et gratuitement à l'administration un certain nombre de jours de travail en vue de la réalisation des tâches d'intérêt collectif. Construction et entretien des bâtiments administratifs, des routes, des ponts, etc. Le travail prestataire ou travail forcé fut la principale source de mobilisation de la main-d'œuvre pour les travaux administratifs à l'intérieur de la colonie de Haute-Volta. Il était composé d'infractions qui répondaient à 3 types de prérogatives: maintien de l'ordre public, mesures d'ordre public, d'hygiène et de salubrité, mesures visant à assurer la bonne marche administrative et économique du pouvoir colonial. Les pénalités prévues à l'article 12 du décret du 30 septembre 1887 étaient toujours maintenues. Elles allaient de 1 à 15 jours de prison et de 1 à 100 francs d'amende. Ce que je veux que vous reteniez au-delà des dates, c'est que, à un moment, au Haute-Volta, vous n'aviez pas le choix. C'était soit vous faisiez le travail forcé, soit vous payez une amende que vous n'aviez pas les moyens de payer. Parce que même si vous vendiez des bêtes, etc., vous n'avez pas chaque année, je ne sais pas, 15-20 bêtes à vendre pour obtenir ces sommes-là et à les donner à l'administration coloniale. Donc, qu'est-ce que ça va entraîner? Ça va faire en sorte que de nombreux voltaïques vont se dire « Je n'ai pas les moyens de payer et je n'ai pas envie de faire forcément du travail forcé pour pouvoir contribuer à cet effort-là de mise en valeur économique demandé par la métropole. Je vais m'expatrier. » Donc, de nombreux voltaïques à cette époque-là commencent à immigrer vers la Gold Coast pour y travailler parce que là-bas, les planteurs sont rémunérés, contrairement aux planteurs en Haute-Volta. Donc vous voyez, justement, quand on parle de géopolitique et d'interopérabilité, d'interaction, de connexion, de communication entre les ensembles, là c'est un exemple concret. Vous avez des gens qui sont voltaïques, qui vivent en Haute-Volta, mais pour des raisons économiques, migrent dans la colonie de Gold Coast, aujourd'hui Ghana, pour mobiliser des ressources afin de pouvoir payer l'impôt colonial qui était conséquent. Cette politique-là d'Edward Elling, puis du gouverneur qui le livra en 1927, sera condamnée par la SDN, donc la Société des Nations, l'ancêtre de l'ONU, par 2 actes. Déjà en 1926 par la Convention anti-esclavage de la SDN, puis en 1930 par la Convention contre le travail forcé du Bureau international du travail, qui luttait contre ce régime exécutif coercitif dans les colonies. Mais ce n'était pas le problème de l'administration coloniale qui justifiait justement que limiter le seul travail forcé aux seuls travaux administratifs mettrait les territoires dans une position délicate. C'est ce que disait le gouverneur général de l'AOF. Il rajoute même que la nécessité du travail forcé s'expliquait parce que les Africains étaient trop primitifs pour que leur soient appliquées les lois du marché international. Le régime de l'indigénat s'imposa aux populations de se soumettre au travail forcé, de peur de subir le travail pénal, plus dur encore. Mais il faut noter aussi que le coton, la culture du coton qui a été imposée en Haute-Volta, s'avéra être un échec. La culture du coton, ça ne marchait pas en Haute-Volta. Mais Edward Elling, en bon entêté, continuer de promouvoir la culture du coton. Parce qu'il était entêté et aussi quelque part, c'était un défi personnel. Il voulait que justement ce soit une réussite pour à se mettre en valeur et à dire moi j'ai réussi à introduire la culture du coton en Haute-Volta et j'ai réussi à en faire un succès. Voici aujourd'hui la colonie elle est rentable. Malheureusement, ce ne sera pas le cas. Ça n'a tellement pas marché et la colonie de Haute-Volta n'étant pas rentable dans un contexte compliqué parce que dès 1929, on a la crise économique mondiale qui arrive et là, des questions commencent à se poser à Paris, notamment sur la rentabilité de certaines colonies. Et la Haute-Volta va être rapidement épinglée par les rapports parce que
de nombreuses personnes ont commencé à dire au ministère des colonies que la Haute-Volta n'est pas rentable, c'est un gouffre financier, ça ne sert à rien, on s'en sortait mieux quand il y avait la colonie au Sénégal-Niger. Soit, nous allons identifier et développer 3 arguments ici pour comprendre comment la colonie a été supprimée en 1932 pour des raisons économiques liées à la crise de 1929, mais aussi pour des raisons politiques, parce que souvent ça se joue en rien. Voici les 3 arguments. Le premier argument, c'est que le système d'administration directe français avait montré ses limites. Le système d'administration directe veut que les administrateurs soient au contact direct avec les populations. Nous l'avons vu, ce fut un échec avec les révoltes, notamment la révolte du Bani-Volta, durant la Première Guerre mondiale. Le deuxième argument, c'est le plan Saro de mise en valeur coloniale qui disait que cette dernière devait être financée par les colonies. En fait, les colonies étaient spécialisées. La Haute-Volta était une colonie d'exploitation, à la différence de l'Algérie, par exemple, qui était une colonie de peuplement. Mais c'était une colonie d'exploitation non spécialisée. Les colonies comme la Côte d'Ivoire, le Sénégal, elles étaient spécialisées. Elles étaient beaucoup plus rentables économiquement et par condescendance et par nécessité, les gouverneurs des colonies de Côte d'Ivoire et du Sénégal demandaient régulièrement au gouverneur de Haute-Volta de lui envoyer de la main d'œuvre parce que chez lui, en fait, il n'y avait pas forcément de culture qui marchait. Donc dès 1925, on se rend compte que les colonies ne sont pas viables économiquement et elles ne peuvent pas s'autofinancer. Troisième argument, c'est l'inspection commanditée de la colonie de Haute-Volta. Bernard Sol, inspecteur envoyé par la métropole, conclura sans nuance que la Haute-Volta n'était pas viable, alors que le Niger, qui était à côté, était dans la même configuration économique que la Haute-Volta, mais la Haute-Volta n'était pas viable. La décision de dissoudre la Haute-Volta, décidée par le gouverneur général de l'AOF, mais l'initiative vient du gouvernement français. Il faut dire que le contexte était particulier. Avec la crise économique de 1929 et une mise en valeur économique difficile, voire impossible, c'était compliqué. 56% du territoire de la Haute-Volta se rattachait à la Côte d'Ivoire. Les 44% autres ont été repartis au Soudan français, donc actuel Mali, et au Niger. Une population morcelée dans l'ensemble Mossi divisé en 2. Et ça, c'est quelque chose qui va énormément traumatiser le Moro Naba de l'époque, le Moro Naba Koum. Comment la population Mossi, certes, qui ne vivait pas dans un empire unitaire, qui ne vivait pas dans un empire avec un seul roi, parce qu'il y avait plusieurs royaumes aussi, mais qui n'était pas, on va dire, en conflit fréquent. Il y avait une sorte de paix relative entre les royaumes, même s'il y avait quelques frictions. C'était considéré comme un grand ensemble. Le roi du Yatenga, c'est le nord, le roi de Ouagadougou, c'est le centre, le roi du Tenkodogo, c'est le sud. Bref, c'était un ensemble Mossi, un ensemble cohérent. Et de voir là le peuple Mossi, l'ensemble Mossi divisé en 2, ça a vraiment marqué négativement les Moro Naba. Donc cette décision répondait à des préoccupations économiques coloniales, mais ne répondait pas aux besoins des Voltaïques. Une réorganisation administrative de 1936 avait créé la Haute-Côte d'Ivoire et la Basse-Côte d'Ivoire. Une administration était basé à Ouagadougou. Il s'agissait de l'administrateur supérieur de la Haute-Volta. Les Mossi estiment puis se rendent compte que le centre de gravité du pouvoir se déplaçait de plus en plus au sud, notamment en Côte d'Ivoire. Même les avancées techniques tardaient à arriver. Le chemin de fer arrivait à Bobo-Dioulasso avant même Ouagadougou et le Moro Naba le vit comme un camouflet. Il veut le train à Ouagadougou. Il en avait d'ailleurs formulé la demande. Afin que la Haute-Volta recouvre son autonomie et soit reconstituée, le Moro Naba va passer son lobbying au niveau supérieur. Ses arguments, c'est que pour lui, la réunification du peuple Mossi en un seul et même territoire est une nécessité. Et pour ça, il va trouver des alliés. Il trouvera notamment la mission catholique du Haute-Volta, un allié de poids, même si c'est un allié de circonstance. Ce sera Monseigneur Thévenoud, vicaire apostolique de Ouagadougou de 1921 à 1949. Il appuiera le Moro Naba et l'introduira auprès des pontes coloniaux afin de faciliter son plaidoyer. Cela permettra au Moro Naba de se rendre à Dakar afin de plaider la reconstitution de la Haute-Volta. Puis lorsque le président français se rend à Niamey, le vicaire organise encore le voyage du Moro Naba à Niamey. Monseigneur Thévenoud se rend rapidement compte que le seul plaidoyer du Moro Naba ne suffisait pas. Et pour cela, il fallait le concours des évolués voltaïques. Les évolués, ce sont les nègres, les noirs de l'époque, qui avaient un niveau d'instruction suffisant et qui souvent étaient intégrés à l'administration coloniale, que ce soit l'administration militaire, l'administration civile. Donc, Monseigneur Thévenoud, il appuiera la création de l'Union pour la défense des intérêts de la Haute-Volta, qui deviendra l'Union voltaïque, un parti politique, sous l'impulsion du Moro Naba Saga II, fils de Moro Naba Koum II, décédé en 1942, en pleine guerre mondiale. Là, je veux que vous vous accrochiez, parce que ça va aller dans tous les sens. Il y aura une multiplicité d'acteurs qui entrent
on compte à partir de cette date-là de création de l'Union pour la défense des intérêts de la Haute-Volta qui devient l'Union voltaïque. Comme vous le savez, les événements ne sont pas isolés. Pendant que le Moro Naba faisait son plaidoyer, il y avait des évolués qui commençaient à émerger dans l'AOF. Que ce soit en Côte d'Ivoire, en Haute-Volta, au Sénégal, il commençait à avoir des personnes qui vont commencer à plaider pour une plus grosse autonomie des colonies, pour de meilleurs droits reconnus aux colonisés, aux indigènes. Le premier dont nous allons parler, c'est Daniel Ouezin Coulibaly, enseignant et syndicaliste voltaïque. Lui, ainsi qu'une grande majorité de voltaïques, dont le Moro Naba, vont plaider pour la reconstitution de la colonie de Haute-Volta. Cette reconstitution de la Haute-Volta en 1947 sera rendue possible notamment grâce à un plaidoyer énorme du Moro Naba, de Monseigneur Thévenoud, mais aussi de Ouezin Coulibaly, qui s'appuiera sur Félix Houphouët-Boigny de la Côte d'Ivoire, qui était député de la République française et qui va plaider cela auprès de la métropole à Paris pour qu'il y ait reconstitution de la colonie de Haute-Volta en 1947, comme vous l'avez entendu dans l'introduction de la vidéo. Le 4 septembre 1947, la Haute-Volta est reconstituée dans ses frontières de départ. Cette révision de la position française est à l'actif des leaders de l'époque, les politiques comme les coutumiers. Dès la dislocation en 1932, les voltaïques ont réagi. Il y a le Moro Naba Saga, il y a également le Yatenga Naba, Naba Tigré à l'époque, qui ont même réagi face justement à cette décision, et qui vont prendre déjà un certain nombre d'initiatives afin que la France revienne sur sa décision. Le Moro Naba qui a adressé une correspondance à cette époque-là, à cette occasion, au ministre français d'Outre-mer, a utilisé un terme qui est très intéressant et je pense qu'il est adapté aujourd'hui. Il a insisté sur le fait qu'il fallait préserver la famille voltaïque. Et quand il parle de famille voltaïque, il ne parlait pas de Mossi. Il ne parlait pas de Dagara, il ne parlait pas de Ho. Il parlait de l'ensemble des peuples qui avaient été réunis, par le fait Yaza, sur un même territoire qui a été baptisé à l'époque Haute-Volta. Cet engagement des chefs traditionnels est soutenu par la classe politique, au sein des conseils généraux où ils siégeaient. Cette décision-là, elle est accélérée et facilitée par l'administration française qui vise à affaiblir le RDA, dont les principaux bastions se trouvent entre la Côte d'Ivoire et l'ouest de la Haute-Volta actuelle, qui ont pour leader le président du RDA, Félix Houphouët-Boigny, et le lion du RDA, Daniel Ouezin Coulibaly. Après le rétablissement de la Haute-Volta, Daniel Ouezin Coulibaly reste député de la Côte d'Ivoire car pour lui, son combat demeure panafricain. C'est très important de retenir cela parce que aujourd'hui, on parle beaucoup de panafricanisme à tort et à travers. On n'arrive pas souvent à définir et à identifier ce que c'est que le panafricanisme. Mais là, vous voyez que dans une période trouble de l'histoire de nos États, un député d'origine voltaïque demeure député de la colonie de Côte d'Ivoire alors qu'il n'est pas ivoirien, il est voltaïque. Mais par sa vision panafricaine qui était de défendre avant tout les droits des peuples noirs et pas uniquement des voltaïques, il décide de rester député de Côte d'Ivoire. Pendant ce temps, en Haute-Volta, en l'année 1954, l'Union voltaïque créée par le Moro Naba, appuyée par Monseigneur Thévenoud et de nombreux évolués, s'éclate. Nazi Boni, premier écrivain burkinabé qui a écrit Le Crépuscule des temps anciens, qui est un roman dont l'histoire se place durant la guerre du Bani-Volta, crée le Mouvement populaire d'évolution africaine, MPEA, qui deviendra le Mouvement populaire africain. Joseph Colombo et Henri Guissou forment le Parti social pour l'émancipation des masses africaines, PSEMA. En juillet 1956, le colonel Michel d'Orange, un Français, crée le Mouvement démocratique voltaïque avec Gérard Kango-Ouedraogo. Dans ce nouveau parti adhère un certain Maurice Yamuego qui occupe le poste de contrôleur financier. En octobre 1954, le train arrive pour la première fois à Ouagadougou avec à son bord Daniel Ouezin Coulibaly et Félix Houphouët-Boigny qui l'inaugurent. En France, il y a un changement de gouvernement en fin 1955 qui sera favorable au RDA avec l'entrée de son président Félix Houphouët-Boigny dans le nouveau gouvernement en tant que ministre délégué à la présidence du Conseil. Le RDA, qui a été combattu depuis sa création en 1946 par l'administration coloniale, devient à partir de 1956 un allié du gouvernement français. Le mouvement va donc profiter pour demander de nouvelles réformes pour les colonies africaines. L'une des réformes majeures sera l'adoption le 23 juin 1956 de la loi cadre, proposée par le ministre français d'Outre-mer
Gaston Defferre et le ministre Félix Houphouët-Boigny de la Côte d'Ivoire. La loi cadre autorise la mise en place du territoire africain, des conseils de gouvernement élus, ce qui permet au pouvoir exécutif local d'être plus autonome vis-à-vis de la France. En 1956, Daniel Ouezan Coulibaly est alors la plus grande figure politique de la Haute-Volta et c'est son mouvement, le RDA, qui a œuvré pour l'adoption de la loi cadre qui offre aux Africains une autonomie relative, un pas vers l'indépendance. Il est donc incontournable dans la formation du premier gouvernement de la Haute-Volta. De plus, des leaders politiques voltaïques vont œuvrer pour s'allier avec lui afin de jouer un rôle dans la nouvelle Haute-Volta qui était en train de se dessiner. À ce stade-là, il faut être toujours attentif parce que comme je vous l'ai dit, ça va aller vite. Pour la formation du premier gouvernement autonome de l'histoire de la Haute-Volta, Daniel Ouezan Coulibaly prône le compromis et l'unité de la famille politique. Il fusionne le 23 septembre 1956 à Ouagadougou avec Joseph Colombo, le Parti démocratique voltaïque, section territoriale du RDA, et le PSEMA pour donner naissance au Parti démocratique unifié. L'application effective de la loi cadre intervient en 1957 avec l'adoption, le 2 février, des décrets d'application et d'organisation d'élections législatives en Haute-Volta. Ces élections sont remportées par le PDU de Daniel Ouezan Coulibaly et Joseph Issoufou Colombo avec 37 sièges. Le MDV du colonel Michel d'Orange et Gérard Kango-Ouedraogo remportent 26 sièges. L'un des élus de ce parti est Maurice Yamoego. Le MPEA de Nazi Boni remporte 5 sièges et les indépendants 2 sièges, soit 70 sièges en tout. Bien que vainqueur du scrutin, Daniel Ouezan Coulibaly scelle une alliance avec le parti politique arrivé deuxième, le MDV, pour la formation du gouvernement. Le premier gouvernement de l'histoire de la Haute-Volta est formé le 17 mai 1957 à Ouagadougou, doté de pouvoirs exécutifs étendus. Daniel Ouezan Coulibaly est le vice-président du conseil de gouvernement, ministre des Affaires interterritoriales et ministre de l'Information. Le gouverneur français Yvon Bourges est le président du conseil, mais il n'a désormais officiellement qu'un rôle symbolique. Le numéro 2 du gouvernement est le patron du MDV, colonel Michel d'Orange, qui occupe le poste de ministre de l'Intérieur. Au 10e rang ministériel, on trouve Maurice Yamoego, qui est ministre de l'économie agricole. Dès la mise en place du gouvernement, Daniel Ouezan Coulibaly interpelle ni la politique, ni le mandat ne sont une fin en soi. Dans le gouvernement formé, Joseph Issoufou Colombo et Gérard Kango-Ouedraogo n'y figurent pas. Découragés, ils se désolidarisent et profiteront d'un certain nombre d'incidents pour constituer fin 1957 à l'Assemblée territoriale voltaïque un groupe hostile au gouvernement. Il s'allie à l'autre leader de l'opposition, Nazi Boni, et vote une motion de défiance exigeant la démission du président Ouezan Coulibaly et son gouvernement. La Haute-Volta est en crise et les tractations sont engagées. Vous voyez, il y avait une production législative intense à cette époque à l'Assemblée nationale et tous les coups étaient permis entre les acteurs. Ça partait dans tous les sens. Pourtant, ils avaient tous pour ambition justement de promouvoir une meilleure autonomie des indigènes, des colonisés. Mais cela n'excluait pas que chacun veuille être le chef, que chacun veuille se mettre en avant pour être celui qui sera reconnu comme ayant acquis le plus de victoires pour les voltaïques au sein du Parlement. Le 12 juillet 1958, le président Daniel Ouezan Coulibaly bénéficie du ralliement du ministre de l'économie agricole Maurice Yamoego avec d'autres membres. En janvier 1958, tout s'accélère. Et vous allez le voir, le mois de janvier, c'est un mois quand même déterminant dans l'histoire du Burkina. Première révolte populaire le 3 janvier 1966, c'est au mois de janvier en fait. Bref. Fermons la parenthèse. Le 12 janvier 1958, le président Daniel Ouezan Coulibaly bénéficie du ralliement du ministre de l'économie agricole Maurice Yamoego ainsi que d'autres membres. Il forme, le 6 février 1958, un nouveau gouvernement dans lequel Maurice Yamoego est propulsé numéro 2 au poste de ministre de l'Intérieur. Le 20 mai 1958, Daniel Ouezan Coulibaly prononce à l'Assemblée nationale territoriale son mémorable et historique discours-programme qui présente de grandes ambitions pour son pays. Il dira notamment les colossales pyramides d'Égypte, la grande muraille de Chine, les cathédrales gothiques de l'Europe occidentale ne doivent rien aux techniques industrielles modernes. Ces monuments, élevés par le travail et la foi des hommes, sont l'œuvre des sociétés dont le dénuement matériel était égal au nôtre. Méditons leurs leçons, sachant que rien n'est impossible à l'homme de volonté, animé d'un grand courage. La même année, au mois de juillet 1958, Daniel Ouezan Coulibaly devient président du conseil de gouvernement et chef du territoire de la Haute-Volta. Néanmoins, malade depuis quelque temps,
Il se rend fin juillet en 1958 à Paris pour y subir des examens médicaux. Il désigne Maurice Yamoego pour assurer l'intérim du pouvoir. Néanmoins, la santé du président Ouezan Coulibaly ne fait que continuer de décliner. Le 2 septembre, à la rentrée, le président Daniel Ouezan Coulibaly demande à Maurice Yamoego de lui faire un point sur l'état d'avancement de la construction de l'hôpital de Ouagadougou, de la radiodivision de la Haute-Volta, etc. Tout le monde pensait à ce moment-là que ça irait mieux parce qu'il continuait de s'enquérir des affaires courantes de l'État. Mais néanmoins, le président du territoire de Haute-Volta, Daniel Ouezan Coulibaly, décédera le 7 septembre 1958 à Paris, d'un mal non connu à ce jour. Il y a différentes théories. Certains parlent d'empoisonnement, d'autres parlent d'arrêt cardiovasculaire, d'autres parlent de décès justement lié au stress du travail. Bref, il y a plusieurs théories. Nous, on est là, on est cartésiens. On va garder la théorie officielle qui est qu'il est décédé d'un mal non connu. Peut-être que un jour, grâce aux archives, grâce à la libération de la parole, certains nous diront réellement ce qui est arrivé au président Daniel Ouezan Coulibaly. En l'état, on conserve la version qu'il est décédé d'un mal non connu. Il y aura de nombreuses réactions de personnalités politiques à son décès, de Modibo Keïta à Sékou Touré. Les réactions seront nombreuses. Félix Houphouët-Boigny affirmera même que le camarade, l'ami, le compagnon, le frère de lutte, le président du RDA, atteint dans ce qu'il a le plus cher, car avec toi, cher Ouezan, c'est beaucoup de lui-même qui s'en va. Bon, là, Félix Houphouët-Boigny parle de lui à la troisième personne. Pour son successeur, Maurice Yamoego, Daniel Ouezan Coulibaly était la boussole qui montre le chemin des intérêts voltaïques, le chef indiscutable qui savait concilier les divergences des vues au cours de nos débats, le géant de la pensée et de l'action. 2 semaines après les funérailles, les voltaïques approuvent à plus de 98% la constitution sur la communauté franco-africaine. Une fois les funérailles terminées, les tractations sont engagées au niveau des acteurs politiques pour la succession du président Daniel Ouezan Coulibaly. Maurice Yamoego veut se faire confirmer par le Parlement, mais les anciens adversaires du président Daniel Ouezan Coulibaly, à savoir Nazi Boni, Joseph Issoufou Konombo et Gérard Kango Ouédraogo, estiment que le poste leur revient de droit. Alors, une lutte s'engagera au niveau du Parlement. Là, vous vous dites, qu'est-ce qui peut arriver de pire? Parce que le pire est derrière nous. La colonie s'autonomise de plus en plus. Il y a des députés à l'Assemblée territoriale de Haute-Volta. Il y a même des hommes politiques suffisamment forts, organisés pour déterminer la destinée de la colonie de Haute-Volta. Vous vous dites, ils vont finir par s'entendre, ils vont finir par trouver une solution. Il y a un événement qui n'était pas prévu et un acteur qui entre en scène, qui va tout bouleverser. C'est le Moro Naba Kougri, qui succède à son père, le Moro Naba Saga II, la même année, en 1957. Et ce Moro Naba Kougri de là, avec des soutiens divers dont on pourra parler dans une autre vidéo, décide d'imposer une monarchie constitutionnelle en Haute-Volta. Le Moro Naba Kougri, avec ses partisans, encercle le Parlement. Néanmoins, son projet échouera parce que même s'il avait des soutiens et que ces derniers s'étaient rassemblés autour de lui et que même au sein de l'appareil colonial, il aurait bénéficié de soutien de certains militaires de haut rang, son coup d'État échouera. Parce que Maurice Yamoego va réussir à mobiliser suffisamment de personnel de police avec l'appui de hauts gradés de l'administration coloniale militaire pour réussir à disperser les partisans de Naba Kougri. C'est un événement dont on parle peu. Moi, je pense que néanmoins, il faut en parler. Ce n'est pas de condamner ou de dénigrer l'action des chefs traditionnels que de dire que en 1958, l'un d'eux a voulu imposer une monarchie constitutionnelle. On ne juge pas l'acte, mais il faut en parler pour savoir que c'était une idée qui était sur la table et que quelqu'un a eu ce projet-là à un moment de l'histoire du Burkina Faso, à un moment de l'histoire de la Haute-Volta. Bref, je passe la digression. Cet événement rapproche la classe politique, opposition et majorité, et les parlementaires confirment Maurice Yamoego à la tête du pays le 20 octobre 1958, mettant définitivement en échec la tentative du coup d'État du souverain des Moussi. Maurice Yamoego forme le 10 décembre 1958 un gouvernement d'union et le lendemain, le 11 décembre 1958, la République est proclamée et l'Assemblée territoriale devient Assemblée législative et constituante. Là, c'est une date importante parce que on passe à une autre étape
dans l'autonomisation du territoire de Haute-Volta. On n'est plus sur une assemblée territoriale, on est sur une assemblée législative et constituante. Le pouvoir constituant, il est important, parce que ça veut dire que là, maintenant, on reconnaît à la population de Haute-Volta la qualité, la dignité de pouvoir désigner des autorités, des élus, qui vont les représenter au sein même de leur territoire, qui vont représenter directement leurs intérêts. En fait, entre cette étape-là et l'indépendance, il y a un pas, il y a une infime distance et c'est encourageant comme step. La nouvelle assemblée législative opte pour la fédération du Mali dans le cadre d'une communauté. Maurice Yamoego se détournera de cette idée de fédération avec le Mali et se rapprochera plutôt de Hubert Maga du Dahomey, de Félix Houphouët-Boigny de la Côte d'Ivoire et de Damani Diori du Niger pour créer le Conseil de l'Entente le 29 mai 1959. Maurice Yamoego préside le 25 octobre 1959 à Bobo-Dioulasso la cérémonie de transfert de la dépouille mortelle de Daniel Ouezin Coulibaly dans le caveau familial. Une lettre ouverte critiquant l'action gouvernementale est signée le 28 juin 1960 par Nazi Boni, Joseph Ouedraogo, Diongolo Traoré, Édouard Ouedraogo, Gabriel Ouedraogo et Paul Nikiema, dans le but d'obtenir la tenue d'une table ronde en Haute-Volta. En réponse à cette demande, Maurice Yamoego les fait tous interner le 2 juillet 1960 à Gorom-Gorom, sauf Nazi Boni, déjà parti en exil. Il y a un tournant autoritaire dans la gestion du pouvoir de Maurice Yamoego dans sa pratique politique qui est inquiétante, parce que jusqu'à présent, on a vu que la plupart des crises étaient résolues par des tractations politiques, par des discussions, par le dialogue. Et là, il est passé à la vitesse supérieure, il a décidé d'enfermer tous les opposants, à l'exception de Nazi Boni qui avait réussi à s'enfuir. Mais en fait, il était parti en exil à Bamako, chez Modibo Keïta. À la veille du 5 août 1960, à 20h15, Nazi Boni s'adresse à travers Radio Mali au peuple voltaïque qui s'apprête à être indépendant. L'indépendance imposée au gouvernement par le peuple et par l'opposition et littéralement offerte par la France sera proclamée par ceux qui en sont les ennemis les plus acharnés, qui aujourd'hui comme demain sont prêts à les saboter. C'est le paradoxe de la vie, c'est la comédie humaine. Mais quelle que soit la forme revêtue par notre accession à la souveraineté internationale, celle-ci constitue un fait positif dont nous devons nous réjouir, affirme Nazi Boni le 4 août 1960. Le 5 août 1960, Maurice Yamoego proclame l'indépendance. À 0 heure, au nom du droit naturel de l'homme à la liberté, à l'égalité et à la fraternité, je proclame solennellement l'indépendance de la République de Haute-Volta.